Salut tout le monde, bienvenue dans le Monkey Talk Show, du ping, du clash et des effets rétro. Le thème du jour, un thème qui divise sans doute les évolutions dans le ping-pong ou peut-être le ping du futur. On va parler des outils d'intelligence artificielle, des nouveaux modes d'entraînement, les revêtements, peut-être qu'il y a des évolutions. Autour de la table, pour nous accompagner, 4 intervenants, on les connaît pour la plupart, il y a un petit nouveau. Cyril, présente-toi rapidement, numéro 400. Ouais, c'est moi, donc je sais même plus si j'ai été mieux que ça ou moins que ça, c'était assez flou, mais ouais, entraîneur, prépa mentale maintenant. Et c'est ça. Marion, étudiante en STAPS, numéroté français, combien 233 exactement. Bravo, c'est précis. Ça a changé d'une semaine à l'autre. Ok. Anthony, salut Anthony. Numéro 800 actuellement. Ok, éducateur sportif. Actuellement, ouais, je fais des entraînements personnels pour quelqu'un. Ok. Et Julien? Pas numéro. Pas numéro. Dans son modeste joueur original. Objectif 18. Oui, si on veut. Ah, difficilement. Mais non, ouais, pas jamais en fait. Bon. Ok. Ça va venir. Champion du Rhône vétéran. Merci. Exact. 2025. Oui, enfin 2025. Ouais, 2025. Ah, pardon, ça passe. Évidemment. Merci à tous les 4 d'être présents. Juste quelques rappels. J'ai 2 cartons pour l'instant que je n'ai pas du tout utilisés dans mes émissions précédentes, mais néanmoins, je vais voir si aujourd'hui il n'y a pas un peu de tension autour de ce sujet. Carton jaune, ça sera destiné à celui qui m'embête vraiment, et carton rouge, il m'embête encore plus évidemment. Et puis un jeton pour les top sur top. Vous savez, top sur top, c'est quand il y a un sujet qui clive toutes les 10 secondes, alternativement les équipes qui se feront face sur un sujet en particulier. Je lancerai ce jeton pour savoir qui débute ce top sur top. Il y aura évidemment les questions des followers, mais pour l'instant, on fait un petit tour de table sur une question très simple sur l'image du ping aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle a évolué grâce au JO et aux frères Lebrun. Maintenant, quand on dit qu'on est joueur de ping-pong, on a un peu plus pas de respect, mais un peu plus de, comment dire? Reconnaissance? Ouais. Un peu plus de sérieux, quoi. Voilà, tu fais du sport, quoi. C'est un peu moins le sport de camping. On peut plus draguer en disant qu'on fait du ping. Ouais, voilà. Contrairement à une période. Cyril. Oui, non, c'est l'évolution et la dynamique est super bonne pour le ping. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais on va en parler là dans les minutes qui viennent. En profondeur. Revenir un peu sur le passé parce qu'on revient de loin. Moi, oui. T'as de la chance, Marion, t'as pas 20 ans encore? Non. Moi, quand j'avais pas 20 ans, on disait qu'on faisait ping-pong, on le disait doucement. Ah. Ou on le disait pas. Julien? Moi, je crois qu'on est à une période vraiment charnière de notre sport, là, qui est en train de nuer vers quelque chose de peut-être très grand. Je dis pas que le tennis de table va devenir un sport majeur, mais il y a plein de mutations technico-tactiques, technologiques, réglementaires, qui sont très intéressantes et qui vont, je pense, envier notre sport vers le haut. Le geek à côté, ça y est, on l'a repéré. Le professeur. Marion? Moi, je suis d'accord. Je pense que déjà, il y a eu une évolution entre quand j'ai commencé le tennis de table en 2012 et et Elle avait 4 ans. non, et il y a encore quelques années. Et là, il y a eu une grosse évolution avec les JO. Honnêtement, là, on a vu une vraie explosion. Ouais. En termes de popularité, ouais. Ah ouais, clairement. Ok. Évidemment, l'actualité, c'est aussi les championnats du monde à Doha qui s'approchent grandement et on fera une séquence de pronostics. Allez, on commence. On parle dans le dur de l'avenir du ping. Plusieurs volets qu'on va traverser ensemble. Je vous propose ce premier volet autour des technologies du tennis de table. On parle beaucoup d'intelligence artificielle notamment. Qu'est-ce que vous pensez des outils de coaching à base d'IA? Alors on parle de Fastpong. Le dispositif se compose de capteurs notamment, d'un écran LED et d'une application dédiée qui propose des exercices ciblés. Il y a aussi Ping Hero, le site internet extrait en fait des parties mortes entre guillemets dans le jeu en fait, et vous passez d'un match de 1 heure sous vidéo et ils vous en font un traitement de 20 minutes. Et puis il y a des statistiques qui sont aussi corrélées à cette analyse vidéo. Et puis SpinSight, un smartphone, un trépied et des balles spéciales pour évaluer en fait le spin de la balle. Donc là, c'est des technologies d'entraînement qui sont un peu nouvelles. J'aimerais savoir un peu ce que vous en pensez de tout ça. Et puis on parlera du ping virtuel évidemment, et puis du système vidéo pour contrôler l'éthique des services. Alors, pour le coup, la dernière chose dont tu as parlé,
Je l'ai C'est essayé. difficile à prononcer. Ouais, c'est Spin Sight. Sight. Ouais. En fait, j'étais en Suède et j'ai essayé avec le frère de Truls Morgan, justement. Ah ouais, C'est- carrément. C'est lui qui Non, m'a c'est fait un pas panier vrai. pour... Si. Si, c'est Mais il est- l'air de rien. Ouais, je sais, ouais. Il est classé combien, le frère de J'en ai Truls aucune idée, mais Ok. il joue très très bien. Ok. Mais Donc, tu as utilisé ça? j'ai utilisé ça, Ouais. j'ai vu Truls l'utiliser aussi, enfin c'est assez impressionnant. Ah ouais. Honnêtement, je pense que je suis mitigée, c'est-à-dire que à la fois ça sert beaucoup, je pense, à partir d'un certain niveau. À haut niveau, clairement, il y a une utilité pour moi. Par contre, c'est vrai que purement pour apprendre le mouvement, il y en a pas spécialement parce que on n'a pas besoin d'avoir toutes ces données-là à la base jusqu'à, je pense au moins jusqu'à 20. À mon avis, on n'a pas spécialement, en termes de classement français, en tout cas, jusqu'au classement de 2000 points. Je pense pas qu'on ait spécialement besoin de tout ça pour pouvoir s'améliorer. Après, c'est qu'une, Ok. c'est un point de vue personnel. Après, Donc, pas destination des amateurs, particulièrement, notamment Ouais, ces justement, outils-là. non. Moi, justement, je trouve que Ouais. l'intelligence artificielle, ça permet de démocratiser l'accès à ces outils qu'avant, on pensait réserver que, justement, aux champions professionnels. Aujourd'hui, pour quelques centaines d'euros ou quelques dizaines d'euros pour certains outils, eh ben, moi, simple amateur de régional, je peux me payer un outil qui me permet de mesurer en temps réel la vitesse que je donne à la balle, l'effet que je donne à la balle, qui me permet de m'entraîner avec du stimuli visuel pour fast pong. C'est incroyable. Si on m'avait dit ça quand j'étais gamin, que j'aurais accès à ces outils-là, que j'imaginais que pour les centres de haut niveau, je l'aurais jamais cru. Donc c'est super. Fastpong, tu peux nous redire dans le détail ce que c'est exactement? Fastpong, c'est un système de panneaux LED qu'on a testé sur la chaîne. Donc c'est 8 panneaux lumineux et c'est il y a toute une méthodologie d'entraînement basée sur les stimuli visuels. Donc en gros, ça entraîne ton œil à détecter une cible et dans Et de la la viser. et dans la milliseconde qui suit, tu dois la viser. Et Ok. donc il y a tout un mécanisme, une chaîne de réaction en fait, plein d'informations. Travailler la coordination. Exactement. Et ben voilà, il le dit très bien, il est coach et c'est accessible à des joueurs amateurs. Celui-là, je suis d'accord. Je pense que ça dépend lesquels. Il y en a certains, c'est accessible. Il y en a d'autres, je pense qu'il n'y a pas besoin. Pour moi, c'est plutôt ça. Ouais, mais tu vois, ça attire, par exemple, j'étais au WTT de Montpellier, là, et il y avait des stands sur les effets, tout ça, et ça attire aussi des gens amateurs, ils disent, c'est sympa, on peut découvrir ça, et ça peut attirer sur des stands, pas de foire, mais des stands ouais. Ça rend ludique. Ça rend ludique, et ça peut faire une première approche et dire, ah ouais, je mets de l'effet, à quelle vitesse je peux envoyer aussi la balle, ah ouais, c'est pas mal, et après, ça peut inciter des gens à venir tester le ping-pong. T'as complètement raison, juste pardon, avant que tu Comment la parole sur les kermesses. Ouais, sur les kermesses. Avec les clubs, Ça j'invite marche. tous les clubs de Ah France ouais. à utiliser le robot tout simplement. Mais effectivement, Spinsack où les parents, les enfants, ils adorent et nous Mais on ouais. fait carton plein sur les adhésions. Ça Juste aide avec pas, un ouais. simple Mais robot. juste ça. Ouais. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, on a manqué de mesures en fait dans le tennis de table. C'est-à-dire que c'était l'œil de l'entraîneur qui mettait en place. On disait mais beaucoup d'effets. Mais comment je fais pour mesurer? Alors oui, on peut s'amuser sur un effet rétro, voir si la balle elle part loin et elle revient vite, à quelle vitesse elle rebondit. Mais c'était juste la perception de chacun qui permettait de voir ça. Avec des outils comme ça, mais on peut mesurer beaucoup mieux. Alors il y a d'autres petites choses aussi plus basiques. Moi je me rappelle, c'est Christine Borion que je salue, Christine, qui est entraîneur à Romans, qui m'avait parlé de petits accéléromètres qu'elle avait bricolés pour qui sifflent, qu'elle mettait sur la raquette des enfants. Et qu'en fait, quand il faisait le geste, si l'accélération était pas assez grande, il n'y avait pas de bruit. Et donc en fait, ça rendait la chose ludique. Mais le côté ludique dans le tennis de table, il y a plein de petits matériels, pas forcément technologiques à ce point-là, mais qui étaient déjà pas utilisés. Comment je sais que ma balle tourne, me remettre un point sur la balle, mais mettre la balle sur un axe, la faire tourner. Il y a des vidéos maintenant, on voit beaucoup d'entraîneurs qui ont cette perche avec juste la balle qui tourne au bout. Là, on tourne à gauche, on tourne à droite, on tourne au-dessus, on tourne en dessous. Donc ouais, pour moi, c'est une évolution qui est sympa. Alors Julien, tu as beaucoup utilisé ces dispositifs. D'autres autour de la table ont testé ou pas? Et pourquoi vous l'avez pas testé? Moi, j'ai testé au WTT justement pour voir à quelle vitesse, parce que je l'ai jamais fait. Par curiosité, par en curiosité, quoi. Voilà. Et après, par contre, moi, je vois beaucoup de vidéos de Nicolas Godela, Ouais. qui Qui est le disent coach, quel coach de l'équipe de France des jeunes, hein, c'est Ouais, ça? un petit peu. Et en fait, tu vois, et ça permet, parce qu'au bout d'un moment, quand tu fais 15, 20 heures d'entraînement, si t'as pas des outils un peu qui te permettent De un peu repères. de fun, mais même de fun, d'être soi, ça peut être grave lassant de faire tout le temps les mêmes choses. Et là, t'as ce petit côté, des fois, ils jouent avec des ballons, et c'est sympa, quoi. Ouais. Et du coup, là, on revient sur ce que j'ai dit de base, c'est-à-dire sur on sait soit découverte, ok, admettons. Du coup, découverte, ça a un côté fun et ludique. Par contre, ça sert pas à progresser quand on est 6 ou 7, hein. Sûr que non. Non, bah si, justement, Spinsight, et je l'ai testé avec justement différents joueurs de différents niveaux.
Et toi, le jeune, ça lui permet de comprendre. En fait, il comprend mieux quand il touche la balle, quand il la frotte bien, il voit tout de suite, ah oui, enfin, quand je fais ça, que je la frotte, effectivement, je suis à 100 tours, 100 rotations par seconde, alors que quand je la tape un peu plus, je suis qu'à 70. Et ben, je pense que pour intégrer plus facilement le mécanisme, le toucher de la balle, c'est important, même pour des niveaux débutants. Ouais, t'as un retour d'expérience qui est immédiat, en temps réel. Vraiment de savoir. Une technologie, il faut toujours l'adapter au niveau du joueur. C'est-à-dire que toi, tu vois ça à ton niveau, c'est des exercices qui sont adaptés pour le niveau auquel tu joues, qui est haut. Mais après, c'est le rôle de l'entraîneur de savoir utiliser la technologie pour que ce soit efficace. Après, l'évolution de l'entraînement par rapport, on parle de l'évolution technologique, l'évolution de l'entraînement en général fait que maintenant le tennis de table a eu cette image beaucoup plus intéressante. Tennis de table, avant, on l'a dit, quand nous, les vieux, Hardy, toi aussi un peu vieux quand même. Un peu, ouais. Bah, même âge que toi, en fait. Vieux, dis donc. Il y avait cette image où on disait c'est pas physique, on se rendait pas compte à quel point c'était tactique. Maintenant, si on commence à parler en plus de mental, d'attitude, on voit les entraînements. Tu parlais de Nicolas Gaudelard, les entraînements des frères Lebrun avec Jérémy Sureau, avec Nathanaël Molin, où des fois ils sont au panier de balles, ils font des échecs. Ça devient aussi ludique et ça va dans cette direction-là de rendre ça aussi technologique. Il y a des analyses vidéo maintenant en tennis de table. Donc l'évolution elle est intéressante. Technologiquement en tout cas ça devient utile. Ouais. En tout cas on parle de démocratisation, mais néanmoins ça a un coût. Jusqu'à quel point ça peut être accessible par des clubs amateurs ou en tout cas du tout venant. Alors, est-ce qu'on a des référentiels de prix parce que vu que je les ai testés, je me suis renseigné sur le truc. Qui est un robot. Un peu évolué où tu peux lui dire je vais une balle courte coupée, après je vais une balle longue là et après tu me finis mon chaîne de jeu là. Ça coûte 2000 balles donc c'est 2 fois le prix d'un robot classique on va dire. Je pense que ça les vaut. Plutôt qu'un robot qui te fait une balle à droite à gauche et coupé lifté, là tu peux vraiment lui dire exactement ce que tu veux de manière assez complexe en termes de paramétrage. 2000 balles c'est pas si cher que ça. Fastpong c'est aussi dans les 2000 balles. C'est un coût, j'en conviens, mais comme Fastpong, comme Spinsight, je pense que tu as un retour sur investissement, quand tu es un club notamment. Peut-être pas en tant qu'individu, moi je mettrais pas 2000 balles juste pour moi. Mais en tant que club, j'ai un retour sur investissement sportif à l'échelle de X joueurs et un retour sur investissement marketing aussi. Parce que en tant que club, j'affiche que moi, mes joueurs, ils disposent. Ça crée de l'attractivité. Ah bah oui, surtout sur les jeunes en fait et les parents. Quand tu organisais ça, je te dis nous, on a ces outils-là. Regardez, ça brille, ça. Donc oui, ça a un coût. Mais comme un iPhone dernier cri, ça coûte cher, mais bon, t'as une plus-value. Et ben là aussi, t'as le plus-value. Anthony, toi, en tant qu'éducateur sportif, t'entraînes des jeunes. C'est un investissement qui n'a pas été fait dans ton club. C'est pas une idée que t'as eue. C'est un gros radin. Non, on utilise pas mal les robots. Les robots, donc traditionnels. Il y a surtout un entraîneur qui utilise beaucoup les robots traditionnels et on voit que ça marche à fond chez les enfants et c'est comme ça aussi qu'ils progressent un maximum. Et ça suffit pour toi. Déjà pour les robots, pour moi déjà les robots classiques ça suffit déjà amplement. Ça c'est un plus quoi. C'est si on veut tenir le truc en plus, ça peut être sympa. Mais déjà, je pense qu'il y a pas beaucoup de clubs qui utilisent des robots traditionnels. Donc il y a déjà un step à atteindre pour beaucoup de clubs. Ouais. Je me rends pas compte jusqu'à quel point les clubs sont équipés de robots traditionnels. Mais les robots ont eu un moment aussi mauvaise presse. Mauvaise presse, parce que par rapport à quelqu'un qui distribue, ça avait toujours une régularité de la balle et ça avait tendance aussi à se dérégler facilement. On n'en faisait pas ce qu'on voulait. Maintenant, quand on a un robot, c'est des télécommandes tactiles. On peut demander la vitesse, l'alternance. On peut vraiment demander beaucoup de choses. Les robots, c'était des petits clics qu'on déplaçait, ça se bloquait, les balles elles sortaient pas. Ça demandait quand même une personne pour faire fonctionner le robot. Donc, quitte à avoir quelqu'un, c'était mieux de l'avoir en distribution qu'au robot. Et vous, individuellement, est-ce que vous imaginez, donc, on a l'exemple du Spinsight, un smartphone, un trépied, des balles spéciales. Est-ce que vous, individuellement, en tant que pratiquant, vous auriez tendance à prendre ce type de technologie à votre service, simplement dans votre coin, d'une certaine manière? Pour essayer, oui. Au-delà de l'entraînement collectif. Pour essayer, oui, mais je pense pas être un aussi acharné. Mais je pense que je connais, des gens qui pourraient l'acheter, quoi.
Ouais, faut découvrir. Après, faut maîtriser aussi. C'est que, enfin, tu le connais pas. Peut-être que des seuls coups, tu trouveras ça génial. Et que faut voir, il faut tester. Le frein, parce que franchement, c'est génial. Moi, j'ai pu l'utiliser et je me dis, ouais, c'est vraiment super. Le chez soi, quoi. Si à chaque fois tu dois désinstaller, réinstaller, recalibrer, tu passes 10 minutes, un quart d'heure. En fait, ça, c'est un petit frein. Donc, ceux qui ont la chance d'avoir un truc tout installé, dans un coin. Mais tu le mets où chez toi, dans la salle? Sur un stage, ça peut être intéressant. Oui, sur un stage. Que tu l'installes le matin, tu les installes le soir. C'est des choses qui sont cool. Je voulais quand même finir sur l'auto-coaching, parce qu'en fait, c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire que, est-ce que ça se substitue à des entraîneurs, à des coachs? Jusqu'à quel point le mec, il prend un dispositif un peu avec de l'intelligence artificielle. On parlait de Ping Hero, où on expurge une vidéo des temps morts, etc. On a cette vidéo de notre match, et en plus, il y a des statistiques qui analysent en fait le match. Donc, on a un feedback informatique, numérique du match. Et surtout un replay analytique. C'est ça que je trouve génial pour des amateurs, c'est que tu charges ta vidéo de match et après tu lui dis, tiens, montre-moi juste par exemple les points où c'est moi qui sers et je perds après le renvoi du receveur. Voilà, pour que j'analyse mon enchaînement service démarrage. Mon schéma de jeu. Ou alors juste, mets-moi que les points que j'ai perdus en retour de service. Et justement dans l'argumentaire, pour rejoindre ce que tu disais, l'argumentaire de Ping Hero, c'est que non, ça remplacera jamais ton éducateur. C'est un outil complémentaire. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un coach, eh ben, c'est une première base, mais bien sûr que ça remplacera pas l'œil aiguisé et l'expérience d'un éducateur en vrai et en chevance. Mais après, c'est le futur. Je pense qu'il y a des sports, au golf, ils ont les trackers, ils posent la caméra derrière, ils savent exactement leur coup, comment il a été, ils peuvent reprendre au ralenti. Au taekwondo, ils ont des logiciels aussi, je sais, ou même en temps réel, ils peuvent, pendant les combats, savoir ce qui s'est passé, analyser. Bon, après, c'est aussi parce que c'est un sport coréen et qu'il y a un marché, mais je pense que nous, avec la Chine, qui est très forte derrière, ils peuvent développer des outils qui sur l'auto-coaching, peuvent être intéressants. Julien, tu voulais aller sur... Non, parce que tant qu'on est sur le sujet des évolutions technologiques, il y a un outil où je pense que là, il va vraiment faire évoluer le ping. Alors, je pense, moi, dans le bon sens, et qui, je suis d'accord avec toi, par contre, est plutôt réservé au pro pour le moment, c'est le TTR, le Table Tennis Review, donc la VAR du ping. Donc je sais qu'il y a des pros et je sais qu'il y a des anti. Moi, je suis carrément pro cet outil-là. Je pense qu'il va vraiment faire basculer le ping dans une nouvelle ère. Alors pas tout de suite, parce qu'il était mis en place de manière un petit peu chaotique là pendant la Coupe du Monde. Mais n'empêche que tout de suite sur une seule compétition, on a vu qu'en quelques jours, les joueurs servaient déjà nettement plus droit. Que sur des fins de match notamment. Ouais, ils s'entraînaient en coulisses, ils s'entraînaient tous à leur lancer de balle, ce qu'ils n'ont pas dû faire depuis très très longtemps pour certains. Lin Chidong a été sanctionné en demi-finale. Enfin, c'est incroyable ce qui se passe. Et alors, je voulais juste parler de cet outil pour dire que je trouve que c'était génial qu'il arrive, même si il n'est pas parfait. Et que par contre, c'est vrai, ça c'est un exemple d'outil qui pour le moment n'est réservé qu'au monde professionnel. Et qui sera réservé qu'au monde professionnel? Je suis pas sûr. Parce que je me suis intéressé au sujet. Ça se tend pas du tout. Non, parce que je pense que c'est hyper important. Complètement obsédé en fait. Non, mais c'est hyper important effectivement que nous, au niveau amateur, alors bien sûr pas tous les matchs, mais pour certaines grosses compètes ou matchs importants, on puisse avoir un outil comme ça pour éviter d'avoir des mecs qui vont servir à 10-10 à la belle derrière la tête. J'ai discuté avec justement les développeurs de Ping Hero, en gros pour faire court, avec un budget de 200 000 €. Ça n'est pas énorme pour développer un outil de ce genre. Ils seraient capables d'avoir un système utilisable par tout un chacun, avec 2 smartphones, un que tu mets dans l'axe de la table un peu hauteur, qui pourra vérifier les cas abusés de cachage, pas les cas limites, et un autre avec un retour pour l'arbitre qui a un signal d'alerte et qui lui dit attention, là le service était caché, et tu peux avoir un replay. Je pense que, pas tout de suite en 2020, mais en 2030, en 2040, les mondes amateurs pourraient avoir ça, et ça sera vraiment une énorme avancée. Ou alors tu dis on sert marteau en revers et essuie-glace et c'est réglé. Oui, ça c'est une évolution réglementaire. Ça coûte zéro. Et essuie-glace, je connais quelqu'un qui sert essuie-glace lancé vers soi, quoi. Et puis il y a aussi un arbitre qui est pour le coup bien placé pour ce cas-là. Mais je suis d'accord avec toi, il y aura toujours des possibilités de triche. Dernier élément de technologie dans le ping aujourd'hui, le ping VR. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'avez pratiqué déjà? Je l'ai testé, moi. Anthony. J'ai essayé, c'est sympa. Après, voilà, c'est comme pour moi un jeu vidéo. J'ai joué aux jeux vidéo quand j'étais jeune et tout. C'est comme un jeu vidéo, t'as envie de te faire plaisir. Et voilà. Après, ça remplacera jamais le ping-pong. Mais par contre, c'est quand même très physique. Les sensations assez physiques. Par contre, c'est assez physique.
Mais ça reprend, c'est sympa pour, ça reproduit pareil pas pour les stages. le plaisir, ça reproduit pas le plaisir Non, que tu peux avoir dans le tennis de table. T'auras jamais la sensation de frotter la balle ou de toucher la balle. Un peu. Ils vont le développer, ça, apparemment. Pour l'instant, Cyril, les sensations, tu t'en parlais? Ouais, non, c'était assez, c'est hybride en fait. C'est très hybride entre la sensation physique et de se déplacer, d'avoir un peu l'attitude. Mais moi, j'ai vu que des gens qui savaient jouer au tennis de table. Ils faisaient le ping vert, donc forcément les gestes étaient reproduits de ce qu'on connaît. J'aimerais bien voir des gens qui ne savent pas jouer du tout, essayer ça et voir s'il y a un rendu, c'est-à-dire que s'il ne fait mal, s'il fait mal le geste, tu vois, qui n'est pas efficace, est-ce que la balle va dehors ou dans le filet dans le jeu. Donc c'est la question que je me pose, mais ouais, moi je trouve ça moche pas. Julien, Marion, vous avez essayé? Moi j'ai essayé, j'ai trouvé ça vraiment super sympa et impressionnant de réalisme. Mon camarade Dimitri, lui, il a complètement mordu, donc lui il fait des compétitions. Il a investi dans le casque VR, il s'entraîne comme un fou, il fait des compétitions, il a l'ambition d'être objectif 18 VR, c'est-à-dire objectif 18 français en VR, donc oui. Ouais, mais je pense qu'il va y arriver. Et par contre, moi j'ai pas mordu, enfin je préfère mon temps, il n'est pas infini, donc je préfère utiliser mon temps pour le ping réel. Il n'y a pas de soft dans le VR. C'est mon choix. Non, mais ils sont en train de réfléchir. Ils sont en train de réfléchir. Par contre, je pense que c'est vraiment une superbe possibilité pour des publics qui ont moins accès au sport. Alors déjà pas forcément accès à une salle très facilement, et ou des publics qui ont des difficultés de mobilité, notamment les personnes âgées. Je pense que ça peut être vraiment un super outil. Pour les jeunes, je pense qu'il faut faire attention. Parce qu'il y a la notion d'écran, effectivement. D'addiction. Les jeunes, faudrait peut-être plus les orienter, à mon avis, pour le tant qu'ils sont jeunes, sur le ping réel, qu'ils apprennent le ping réel. Et puis le VR, quand tu fais de la compète, c'est plus pour à mon avis, le fun, ou alors que tu veux devenir compétiteur VR spécifiquement. Mais c'est plutôt pour les autres publics auxquels je pense. Marion, toi qui es jeune encore, contrairement aux autres intervenants. Ouais, moi je rejoins Anthony sur le principe où c'est un peu comme un jeu vidéo. Et du coup, alors certes, c'est très fun à pratiquer, c'est assez réaliste aussi, je suis d'accord. Par contre, voilà, ça peut pas être un outil d'entraînement pour moi clairement parce que les gestes c'est pas tout à fait les mêmes quand même. Hein. C'est un autre sport, enfin c'est du sport virtuel. Ouais, ça a rien à voir. Si on pourrait, ouais, c'est autre chose. C'est pas que ça a rien à voir, mais il y a en fait c'est un jeu vidéo, donc il faut le prendre en main comme un jeu vidéo avec les nuances. Je suis bien d'accord. Il est très très bavard. Il vampirise tout. Il adore l'avenir du ping, le ping du futur. Tu vois, c'est pour que tu puisses utiliser ton carton. Évidemment. Donc 1 minute sans prise de parole. Merci Julien. Marion, continue. Ça peut arriver toute seule. Les TTR, c'est une invention nulle. Il peut pas répondre. Vas-y Marion, continue. Non, donc je pense vraiment que voilà, c'est quelque chose de fun pour le coup, que ça peut aider encore plus au développement comme on l'avait vu avec plein de nouvelles technologies qui ont été développées. Maintenant voilà, après à voir dans quel cadre aussi c'est utilisé, mais pour moi personnellement, ça peut pas être utilisé en tout cas dans un cadre d'entraînement pur pour apprendre un geste technique par exemple. Oui, c'est vraiment une autre discipline. Ok, très bien. Tu peux revenir dans la course, Julien. On va parler matériel maintenant. Vous savez qu'il y a eu des grandes ruptures aussi techniques, de gestes, de manière de jouer, notamment avec les revêtements qui ont fait leur apparition à un moment donné. On est passé au backside, il y avait des picots à l'origine du ping, il me semble. Les softs, les anti-top, etc. Est-ce qu'il va y avoir une disparition ou une création d'autres types de revêtements ? J'ai vu plusieurs vidéos où il y a des mecs qui laissent entendre que l'ITTF ou la fédération chinoise ou je sais pas quoi réfléchirait sérieusement à interdire les picolons. J'y crois pas, je pense que c'est une rumeur. C'était un poisson d'avril, je pense. Non, c'était pas en avril, là, c'est en mai. Et donc, ouais, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette rumeur? Mais j'ai vu plusieurs posts de différentes personnes sur cette question. Ça m'a étonné. Parce que c'est la richesse de notre sport, les picots, les Antilles, les machins, c'est ça qui fait que notre sport il est différent des autres sports de raquettes. Alors, est-ce que ces plaques atypiques vont se développer? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors là, on se projette. Ouais, mais alors, je vais te reprendre là-dessus. C'est que si je reprends l'évolution du matos, enfin là, des raquettes, des balles. Les balles sont devenues sont passées en plastique. Avant il y avait la colle et on est passé à des revêtements qui sont différents. Les revêtements chinois sont arrivés et maintenant on voit des compétitions où il y a beaucoup plus de points qui durent. Il y a un peu plus de rallye, c'est devenu plus spectaculaire. Ça va aussi dans cet esprit-là. La spécificité de notre sport, qui sont les services qui sont cachés, voilà, dont on a parlé avant, les picots, les anti-tops qui viennent complexifier les effets. C'est pas visuel du tout. Et en fait, il y a ce truc-là aussi pour le grand public. Non mais c'est pas visuel, je suis pas d'accord. Pour comprendre que l'effet entre deux backside et l'effet entre un backside contre un picot, la balle elle tourne plus dans le même sens. Pour les non-avertis. Exactement. Et pour le grand public, pour quand on arrive dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, je fais une incise. La question, à un moment donné aussi, c'était de pouvoir
on va mettre une marque sur la balle pour permettre aux téléspectateurs de voir dans quel sens la balle c'est une piste. tournait. C'est des pistes ça, pour le rendre grand public, mais je pense que l'évolution du matériel, il y a eu une volonté à un moment de rallonger les points. Du coup, les joueurs, il y a eu pas mal de casse physiques parce qu'à l'entraînement, il y a beaucoup plus de balles sur la table. Il a fallu aussi adapter le physique. Maintenant, on a des vrais athlètes qui permettent de vraiment tenir la distance sur les points. Il y a plus de puissance, il y a plus de vitesse. Et je pense qu'il y a une logique. Il faut pas oublier que le but, c'est aussi que ce soit vendeur au terme international, que ça attire du monde sur le haut niveau. Donc l'évolution, si on a une bonne image en ce moment, c'est parce que c'est spectaculaire. Entre Félix et Alexis, qui sont les têtes d'affiche, même je prends même Simon Gauzy, et puis même les jeunes qui arrivent derrière. Poré, Coton qui commence à taper à la porte, c'est spectaculaire de les voir jouer. C'est intéressant. Alors, un défenseur, oui, ça peut être spectaculaire. Là, ça a du sens. Mais du coup, si c'est quelque chose qui est incompréhensible, on perd le sens. Donc, voilà, c'est l'évolution. Elle peut aller Anthony, dans les deux cas. Non, mais c'est vrai que le ping-pong, tu regardes des vidéos sur Instagram, tout ça, c'était réel, ça dure 15-20 secondes, c'est magnifique. Et mais ils ont réussi à mettre pas que sur le matériel, mais sur tout ce qui est ambiance générale du ping-pong. Et maintenant, il y a des ramasseurs de balles. Avant, depuis quand 10 ans, peut-être même pas. 5-6 ans. Les ramasseurs de balles, avant, ça n'existait pas. Là, maintenant, donc, ça accélère le jeu. Ça accélère le jeu. Il y a même des machines qui donnent directement pour pas qu'il y ait des ratés. Pas que sur le matériel. Et après, sur le matériel, qu'est-ce qui peut changer réellement maintenant? Je sais pas. En tout cas, on voit de plus en plus arriver chez les filles, notamment les revêtements, les picolos à la table et tout. Chez chez les Indiennes. Les Indiennes notamment, mais pas que la Coréenne du Nord là. Et bon, chez les filles, pas chez les mecs. C'est plus sympa que de voir, par exemple, un match de tennis. Ils ont ce problème-là actuellement avec le tennis. Il y en a beaucoup, ils disent, il y a trop de services, ils veulent enlever la deuxième balle au tennis. Il y a des pros qui veulent faire qu'un premier service. Et comme ça rallonge, c'est un peu plus simple. Il y a beaucoup plus de jeux. C'est Mouratoglou qui le fait avec l'UTS quand il a développé cette compétition, les mis sur le service. Et effectivement, ça modifie le jeu, c'est beaucoup plus intéressant et les gens viennent beaucoup plus voir ça parce que c'est plus visuel. Donc on est passé de 21 à 11. Ça a changé aussi le rythme des matchs. Et sur le matériel, je pense que oui, s'il y a trop de joueuses qui arrivent avec des picots à la table et qu'en fait d'un seul coup la balle elle est que trafiquée, ça devient incompréhensible, le grand public va dire ça se joue en deux. Si tu fais un service, tu prends un coup de picot derrière, ça revient pas. Mais du coup, est-ce que ça peut faire évoluer le style de jeu? Est-ce que les défenseurs aujourd'hui c'est dur pour les défenseurs actuellement. C'est ça, on voit. C'est pour ça qu'il y a des défenseurs modernes. Alors, les défenseurs c'est quoi un défenseur moderne? C'est un défenseur qui attaque à un moment donné. Le premier, c'est Jo Se-hyuk, le Coréen. Il arrive, c'est défense. Il avait picot sur le revers, défense avec le picot où il tournait de temps en temps, et énorme contre-attaquant au coup droit. Qui est un jeu hybride entre la défense et l'attaque. De Saint-Cyran. Tu es de Saint-Cyran en France. En revers, et quand c'est dans le coup droit, c'est... BTU attaque un peu plus. Qui ça? Rémi BTU est un peu plus un défenseur au niveau. Rémi l'attaque pas mal. C'est Rowan Filioso. Voilà, qu'il faut aller voir si vous trouverez des vidéos. Rowan Filioso, allemand. C'est intéressant, mais des joueurs avec du matériel autre que de backside dans les 100 premiers mondiaux. La 5-6. Par contre, tu vas voir Falk, qui a le soft. Philus, qui a le picot. Wang Yang, je crois aussi, qui a un picot. Ouais, qui est le Slovaque. Par contre, en double, il y a 2 japonaises qui défendent. Ah oui, elles sont exceptionnelles. Elles sont dingues. Il y a le défenseur japonais sur le garçon. Mais le double, on s'en fout, non? Oui. C'est une autre émission. Indépendamment des défenseurs, le ping a vachement changé entre quand nous on était petits à l'époque de Gatien et l'époque d'aujourd'hui, où par exemple la banana, là, le fait que d'aller flipper du revers sur une balle court coup droit, alors que nous on nous a toujours appris que on pivotait coup droit, quoi. Ah oui, moi c'est de la science-fiction. Non, je veux dire, nous on le faisait déjà. Ah bon? Mais ça n'avait pas de nom. Ah bah moi j'ai jamais fait. Mais par contre on se faisait engueuler quand on le faisait, je suis d'accord. Et puis non, il y a ça, et puis par exemple même tu sais le block spin. Enfin Gatien, lui, il faisait du black à plat en fait. Et maintenant les gamins quand ils font de la régule, c'est il faut passer par dessus. Mais ça peut pas être... c'est le matériel qui a changé aussi. C'est-à-dire que les revêtements avant, c'est-à-dire qu'on venait claquer en revers, on arrivait presque à avoir un effet de soft en claquant à plat, en écrasant la balle. La balle ne rebondissait pas, elle venait vraiment s'enfoncer. Il y en a qui le font encore actuellement, mais avec le matériel actuel, avec les revêtements qui est juste en repassant par dessus, on garde cette capacité. Alors matos.
En partie. Donc, La balle arrivait trop vite. Avant, avec la petite balle, avec la colle, tu pouvais pas repasser par-dessus en permanence. Maintenant, il y a aussi le physique. Enfin, je pense qu'il y a un ensemble, mais le matos a permis de le faire. Donc les évolutions techniques ont éventuellement fait changer des postures tactiques de jeu c'est sûr. pour vous. Donc le fameux banana, effectivement, on avait l'impression il y a 30 ans, 40 ans que ça se faisait pas. Ça existait, mais c'était pas démocratisé. Mais c'est les revêtements, c'est l'équipement qui a permis d'accélérer ce jeu. J'ai l'impression que pour moi, c'était une innovation un peu tactique. C'est-à-dire que Gauzy s'est mis à le faire avec quelques Chinois, et puis maintenant tout le monde le fait. Et alors peut-être que le matériel a joué, mais à mon avis, c'est plus une invention. En fait, le changement, c'est que comme les Chinois avaient beaucoup d'avance, on a voulu copier les Chinois pendant longtemps à faire comme eux. Ils avaient des jeux qui étaient quand même beaucoup axés sur la vitesse, le volume, et ils rataient pas grand-chose. Là où les Japonais sont arrivés, on commençait à mettre un peu de créativité. Les frères Matsudera, notamment, qui ont commencé à relancer le service marteau ou des choses comme ça. Et le bloc coupé, Kokiniwa, qui est arrivé. Et là, d'un seul coup, il y a eu toute cette variation qui a été amenée. Mais ça, c'est plus dans la créativité, dans l'entraînement, du geste, dans l'inventivité. Le matériel a permis de faire ça, mais c'est surtout de laisser la possibilité aux gens de le faire. Donc le matériel en lui-même, ça... Le gros changement matériel qu'il y a eu récemment, c'est la fin de la colle rapide. Il y a 10 ans, 15 ans. Ouais. Et du coup, on a un peu plus de temps. Je pense que ça va un peu moins vite maintenant. Non? Ah oui, avec la balle. Surtout, c'est une balle de 38. Surtout la balle. Ça va beaucoup moins vite, donc il y a plus d'échanges. Et donc, En parlant de la balle, est-ce qu'il y a une éventualité? Est-ce que la balle soit diminuée de diamètre ou grossie? Je pense pas. Si elle évolue, ça sera en grossisse. Okay. Alors, ils avaient parié sur le fait que ce serait plus télégénique. Et force est de constater que 20 ans plus tard, c'est le cas. Non, ça réussit. Paris gagné. En plus, effectivement, il y a toute la scénographie autour des WTT là, avec la salle en noir et tout. Là, avec les poursuites, etc. Ouais, la musique, voilà. le show. Ouais. On continue sur peut-être le changement des gestes, des évolutions, peut-être en lien aux nouvelles plaques ou aux revêtements, au bois, etc. Mais le service pioche, par exemple, c'est un service qui est relativement récent. Moi, c'est un service que je voyais pas il y a 30 ans, par exemple. Il y a 10 ans non plus. Il y a 10 ans non plus. C'est quoi? C'est venu de l'inspiration des pros? C'est les amateurs qui ont copié les pros? Il y a une vraie utilité à faire un service pioche aujourd'hui? Je pense que le service pioche, avec le TTR, on va plus le voir. Ce serait une très bonne chose. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez, pour moi, le service pioche, moi, je me bats. Souvent, on prend les chinoises pour faire un service et du coup, après, on doit rechanger, du coup, on perd un peu de temps. Là, en prenant la raquette service pioche tout de suite, on peut directement jouer. Donc, les gens le font aussi pour avoir directement la prise de raquette. En liaison. Tu perds moins de temps. Et en fait, si tu veux faire un service pioche avec de l'effet, t'es obligé de ramener la balle vers toi pour donner de l'effet. Sinon, tu fais un service pioche comme ça a aucun... Il y en a pas beaucoup, j'en ai joué aussi, il y en a quelques-uns dans la région qui le font. Marion, service pioche, toi tu sers, hein, pioche. Ah, moi je sers pas pioche. Ah, tu sers pas pioche. Ça rentrant. Pas de sachet. T'es rentrant. Pas de ça chez nous. Pardon, il y a des écoles, on a l'impression. Je suis d'accord sur le principe où peut-être la prise à la base peut aider à servir comme ça. Maintenant, c'est vrai que, moi, je sais que personnellement, à plusieurs reprises, j'ai entendu, il est un peu plus simple, là, caché légèrement ou autre, et ce genre de propos. Et du coup, je dis pas que c'est pour ça qu'il a été de plus en plus mis en pratique. C'est beaucoup la jeune génération qui s'est approprié le service pioche. J'ai une anecdote à donner. Le comité du Rhône m'avait confié avec Dimitri la tâche de faire un stand Monkey Pong qui nous mettra la plus grosse branlée pendant les championnats de France Benjamin Cadel à Arnas il y a un an. Et tous les gamins qui faisaient la compétition, ils sont venus au stand parce qu'ils voulaient jouer Monkey Pong. Moi j'ai pas l'habitude de jouer contre des bons gamins, des bons Benjamin, des bons Cadel là. Ils servent tous pioche, mais tu vois rien. C'est impossible à dire, quoi. Et c'est la nouvelle génération. Nous, les services rentrants, bien sûr, on cléchait avec le bras, mais je pense qu'avec le bras, tu vois encore un petit peu le mouvement. Là-bas, quand ça se passe là-bas derrière, et puis c'est caché, et puis la balle, on parlait des 30%, mais il y a aucun moment, si tu prends la balle là, il n'y a pas 30%. Ça dépend de la hauteur du lancer. Ouais, mais quand je vois mal un service pioche lancer haut. Ah, c'est possible. Mais voilà, en fait, pour moi, il y a tout dans le service pioche. Et pour moi, il faudra l'interdire. Est-ce que la TTR va pas comme tu disais, va pas je pense que l'exterminer à haut niveau, en tout cas, ça risque de changer pas mal de choses. Après, sur les petites catégories, souvent ils sont trop petits pour faire le service rentrant. Ouais, donc c'est un voyage lever le bras assez haut, être au-dessus de la table. Et le service pioche, c'est un intermédiaire entre le service marteau et le service lancé. Donc les petits, ceux qui commencent vraiment tout petits, souvent servent un peu marteau ou revers. Et en fait, ils gardent ce geste-là pour repartir un peu en pioche. Sans savoir. Le truc, c'est que d'un seul coup, on vient lancer la balle derrière, ça cache.
et ça devient très problématique. Donc c'est là le rôle des entraîneurs, il est aussi là de dire Tu vois que ça marche, quoi. Alors, on se projette toujours dans l'avenir du ping, et notamment les nouvelles générations. On se projette peut-être à 2035 avec chez les filles Alexia Nodin du TT Gerland, qui est récemment vice-championne de France junior. Yanina Guozeng qui est cadette. Oui, c'est ça. Comme Alexia aussi. Comme Alexia. Même année. Ok. Et qui est titrée, qui a été numéro 1 mondial. Elle a été numéro 1 de moins de 15 ans. Elle a battu Pretty Papa de dernier championnat de France senior. Elle a fait demi. Okay. C'est exceptionnel. Et sachez qu'à l'école, elle a une moyenne de 19,43. Donc c'est vraiment une surdouée. Ça c'est de l'info. J'ai fait des recherches. Et puis chez les garçons, qui après les Lebrun et Flavien Coton, qui est aussi d'actualité, qui est-ce qui peut émerger? Qu'est-ce que vous en pensez? Ces nouvelles générations, on se projette un petit peu. Une chose est sûre, je pense qu'on est verni. Déjà, on a de la qualité actuellement. Voilà. Phoenix, Alexis, je pense que là, ils sont en place pour un petit moment. Derrière, oui, Thibaut Poré qui arrive, qui tourne pas mal, qui a intégré le top 100 mondial il y a pas si longtemps que ça, qui est pas si vieux. Flavien Coton qui a été champion du monde cadet, qui est attendu, mais il y a aussi d'autres encore qui sont derrière. Parce que là, à l'international, il y a Hugo Deschamps, Kourechi aussi qui tourne. Et qu'est-ce qui va faire la bascule comme les Lebrun? Parce qu'on sait très bien que enfin, pour passer, on est 50e mondial, ça veut pas dire qu'on va réussir à rentrer dans le top 10 à un moment donné. Et quand on a été très bon au cadet junior, ça veut pas dire qu'on va être bon chez les seniors. J'ai l'impression qu'en France, il y a une école. Il y a en tout cas, il y a des formateurs de qualité. Okay. On voit Nicolas Godelat. C'était pas le cas à l'époque de Gatien? À l'époque de Gatien, c'est les mousquetaires quand même. Enfin, faut pas oublier, c'est Le Goût 14 mondial, Sheila et Damien Eloi, les 4 sont là. Ils sont là pendant un moment. Et puis derrière, il y avait notamment Stéphane Lebrun qui était là, Nicolas Châtelain. Il y en a eu quand même quelques-uns qui étaient de cette génération-là, qui ont occupé l'espace pendant très longtemps. Et ceux qui arrivaient derrière, qui étaient pourtant des très bons joueurs, n'arrivaient pas à passer le cap. Oui, le souci, c'était aussi le mimétisme qu'il pouvait y avoir à essayer de reproduire les mêmes joueurs. Okay. Ces 4 joueurs-là, quand on les voyait, c'était très différent. Et après, en fait, il y a eu des effets de mode. Gatien était vice-champion olympique, champion du monde. On a voulu faire des gauchers qui prennent le pivot à peu près sur toutes les balles. Et puis après, les Chinois sont devenus très forts. On a voulu copier les Chinois. Et on s'est un peu perdu, je pense, dans cet esprit-là. On avait toujours les 4 qui est devant qui cachaient un peu l'arbre qui cache la forêt. Est-ce que le joueur pongiste français du futur, c'est un joueur créatif? Je dirais oui. Moi, je pense à oui, parce que là, quand on regarde justement dans les équipes jeunes, à la fois il y a Alexia Nodin, mais il y a Ben Gaëtan qui est en pico à la table aussi. Enfin, il y a des jeux plutôt atypiques aussi quand même dans les équipes de France jeunes, en tout cas déjà. Mais même dans les jeux backside, chez les garçons, on leur laisse la place de tenter des choses. Alexis, Félix, ils sont créatifs, très créatifs. Ils sont très créatifs, mais on laisse la place d'exprimer son jeu, mais même Gauzy avant. C'est-à-dire que Simon, il a quand même un jeu qui est où de loin de la table, il est capable de faire à peu près tout et n'importe quoi, c'est-à-dire chercher le revers n'importe où, d'inventer des gestes, et c'était déjà là un petit peu avant. Donc je pense que le côté créatif, il était déjà en place sur le fait d'aller challenger, il faut surprendre les adversaires en proposant des choses différentes. Et peut-être qu'à l'époque, on ne permettait pas à des joueurs comme ça de s'exprimer finalement dans leur côté un peu innovant, créatif. Ouais, à un moment, on était peut-être plus sur le volume que sur la créativité. D'accord. Okay. Moi, je pense surtout une mentalité. Culture de la gagne, c'est ça? Culture de la gagne. Je pense que pendant 10 ans, 15 ans, on a vu que on est trop loin de ce niveau-là, des Chinois, des Asiatiques, c'est trop loin. Et là, on parle des Français, mais là, je vois même les Européens. L'écart il y a beaucoup plus d'Européens dans le top 10 mondial. Chez les filles, pas trop, mais chez les mecs, maintenant, on voit là Hugo Calderano, qui a gagné la dernière Coupe du Monde et tout. Et en fait, qui est un joueur aussi très créatif. Et je pense que ils ont réussi à enlever le plafond de verre en mode ils sont invincibles et tout, et on peut réussir sans les copier quoi. Et c'est beaucoup mental qui ont en mode nous on peut faire, on sait faire quoi. Je pense qu'il y a un truc, alors je sais pas à quel point je me trompe ou pas dans ce que je vais dire. Je crois qu'en France maintenant on s'appuie plus sur les structures clubs, alors qu'à un moment donné c'était vachement dans les pôles France. Et moi je sais quand j'étais petite, c'était vraiment ça, il fallait aller en structure France, sinon on nous sort des listes. Et je sais que ça a vraiment été un souci parce que les jeunes, quand il fallait les former, je sais de quoi je parle, il fallait
qu'ils aillent dans ces structures-là. Et ça a été un vrai souci parce que des fois, quand on est jeune, pas simple de partir en Île-de-France alors qu'on est en CM1. Et c'est vrai que du coup, c'était des choses qui étaient compliquées quand même. Donc on ça. a décentralisé le haut niveau d'une certaine Je manière. pense, en Allemagne, ils font ça et je pense que c'est bien. Cantini, où je sais plus quel grand compte du handball qui a été appelé par le ministère des Sports et qui a justement un petit peu déconstruit le modèle français qui était d'avoir l'INSEP, un centre d'entraînement. Et maintenant, c'est pour ça qu'on voit se développer des centres d'entraînement à Montpellier, à Nantes, on s'appuie sur des clubs et sur des individus. En fait, on mise plus sur des individus plus que sur des grosses structures. Et ça porte ses fruits visiblement parce que l'Olympiade là, elle était plutôt pas mal réussie. Mais ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure sur Gatien, c'est-à-dire que Gatien, il a suivi le modèle, il est parti petit d'Alès pour aller à l'INSEP. Il avait 12 ou 13 ans avec Gadal. Et puis d'un seul coup, on dit c'est bon, c'est le modèle, on va suivre ça. Et les entraîneurs, voilà, les entraîneurs fédéraux, c'était tu passais par les centres. T'avais Talence, t'avais Caen, t'avais Nantes qui existaient, t'en avais à Voiron aussi, à Montpellier. Enfin, il y en a eu un peu partout à un moment. Et c'est vrai que les clubs, on va remonter au début des années 2000, mais dans ces moments-là, les clubs n'avaient pas trop leur mot à dire dans la formation des joueurs. Fallait tout de suite partir en structure. Ça a duré comme ça pendant un moment, et ça s'est ouvert à partir du moment où les clubs ont commencé à dire mais nous, ce serait bien que nos joueurs pros aussi, parce qu'on commence à avoir des joueurs étrangers et qui voudraient s'entraîner ici. Et là, les centres d'entraînement ont commencé à se créer. Maintenant, il y a des centres d'entraînement qui sont très structurés. Et à Montpellier, le chemin qu'ont suivi Félix Alexis, c'est que Stéphane Debrun a remonté le club, il a remonté un centre d'entraînement. Et en fait, ça a été fait. Il y a eu beaucoup plus de communication et d'échanges entre la fédération, les clubs. Et c'est quelque chose maintenant qui est naturel. Les clubs passent de l'un à l'autre et il y a plus ce souci-là. Merci beaucoup. C'était une discussion au coin du feu. Pas de clivage, mais c'était tout aussi instructif. Évidemment, ça viendra, mais c'était très instructif. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que vous aussi, chers followers. On passe maintenant à la rubrique où on va faire un petit peu des pronostics autour des championnats du monde qui arrivent bientôt. Les championnats du monde de tennis de table 2025 vont se dérouler du 17 au 25 mai à l'Uzay Sport Arena de Doha, au Qatar. Quelques joueurs, quelques plateaux rapidement. Chez les hommes, Lin Shindong, qui est actuel numéro 1 mondial. Wang Chouqing, toujours chinois, numéro 2 mondial. On a Hugo Calderano, qui a fait des très bons résultats dernièrement, 3e mondial, qui est du Brésil. On a Tomokatsu Harimoto, Japon, donc le plus grand crieur du plateau international. Et on a les Lebrun, évidemment. Et chez les femmes, on a, je vais essayer de bien les prononcer, Sun Yingxia, championne en titre de la Coupe du Monde 2025. C'est la grande favorite. Il y a aussi Wang Banyu de Chine, là aussi, j'ose expérimenter, prétendante. Il y a Ina Ayata, qui est donc la concurrente, on va dire, japonaise, et puis peut-être Pritika Pavad, du côté des Françaises. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez comme prono en tête? Et déjà, ce que vous allez regarder assidûment. Déjà, le tableau n'est pas favorable pour les Françaises, qu'il peut avoir un Lebrun en 8e de finale. Ah, ça c'est une info, d'accord. Donc voilà. On a un Thibaut Porret contre un Wang Chouqing dès le 2e tour ou un 3e tour. Donc voilà. Moi, je verrais bien en fille Harimoto. En fille, tu l'as pas cité. Ah non, je l'ai pas cité. La petite Harimoto, j'avais vu au WTT de Montpellier, ça joue pas mal et pourquoi pas, peut-être pas gagner, mais au moins faire un dernier carré. Okay. Voilà. En fille, ça va quand même être dur que ce soit pas les Chinois. Ouais, c'est très dur. Honnêtement, en fille, c'est même en dehors des Chinoises, Sun Yingxia, elle est au-dessus de tout le monde. Là, on l'a vu sur les dernières compétitions, mais en fait, oui, voilà, je sais pas quand est-ce que c'était la dernière compétition où elle a vraiment été en difficulté. Mais elle domine vraiment tout le monde. Et d'ailleurs, à la Coupe du Monde, ils l'ont dit, elle domine largement. Moi, sur les filles, je suis d'accord avec Marion. L'hégémonie chinoise, on aura du mal à la remettre en question tout de suite. Mais je suis aussi un peu d'accord qu'Anthony. C'est du côté des japonaises que les outsiders peuvent venir. Les indiennes, j'y crois pas trop. Elles peuvent peut-être faire une grosse perf, mais pas le dernier carré. Et l'Europe, la France? L'Europe ou Eurasie, même Diaz, tout ça. J'aimerais bien pour Kritika qu'elle fasse déjà un quart. Déjà un quart, ce serait bien. Car ce serait déjà très bien. Janan qui a fait une grosse perf il y a pas longtemps, qui a gagné. En française, on aura Kritika, on aura Janan et on en a d'autres ou pas? Je sais pas, mais parce qu'on n'a pas Léana Auchard qui est en préparation, un truc comme ça, je sais plus. Parce qu'on l'a oublié d'ailleurs avant, parce que pour moi, elle peut être en équipe de France plus tard, elle aussi, d'ailleurs. Okay, à mon avis, chaud patate quand même. Ah, ça va être trop dur, Bon, en tout cas, les Chinois peut-être en concurrence avec les Japonais, mais difficilement. Très bien. Les hommes, alors. C'est plus ouvert. Qu'est-ce qui peut se passer? Cyril?
Les hommes, oui, c'est plus ouvert. Après, on l'a vu sur les jeux, hein, c'est-à-dire que quand ils veulent gagner un titre, en général, ils y arrivent. C'était plus compliqué sur les jeux parce que là, il y avait quand même du monde en face, mais ils partent favoris. On va pas se mentir quand même. Yin Shidong, Wang Shuqin, voilà, c'est costaud, faut passer les deux, mais il y a la place. Voilà, okay. On n'est pas sur un 90%, c'est eux qui vont prendre le titre, comme on pourrait dire sur Sonic Sha. Il y a un effritement quand même. Il y a un mais Along Fan Zhendong, c'est pas les mêmes, quoi. Ils sont un peu moins sereins qu'avant. Along Fan Zhendong, ça perdait aucun Européen. L'hégémonie est moins forte, en fait. On sent qu'il y a des fragilités. Il y a un moment, là, où on sent que, pression maximale. Dans la tête. Sur eux, parce que Calderano a gagné la Coupe du Monde, et ça a rué dans les brancards en Chine. Et. Un entraîneur qui a été viré. Non, président de la fédération. Enfin, il y a peut-être d'autres. Il y a eu des remous. Mais je veux dire aussi, il y a la TTR. Je l'aime bien, celle-là. Non, mais sérieusement. Ça fait longtemps, ça fait à peu près. C'est fini, là. Ça change. Hors sujet. Carton jaune. Julien, carton jaune. Tu laisses ta place pendant 1 minute. Ah, si, je t'assure. C'est carton jaune. On revient sur un sujet qu'on a déjà traité 1000 fois. Je voudrais bien entendre d'autres personnes, donc, on a dit que ça allait changer le. Ah, mais c'est vraiment important. Moi, je verrais bien un Félix. Allez, moi, je mise sur un Félix, qui a pris le dessus, sur son frère, dessus. Oui, qui a enfin gagné. Et puis là, faut pas oublier que son frère, il revient de blessure. Il le sait, il vise plus les doubles que les simples. Les doubles très importants. Et Félix, là, il a repris son WTT à Tunis. Oui. Qui avait pas un gros tableau, qui avait pas il y avait pas beaucoup d'adversaires, mais il a mis une branlée à Ocharov. Il a mis une branlée à Ocharov. Mais, moi, je vois Félix, peut-être champion du monde. Ouais. Ah oui, carrément. Marion, qu'est-ce que t'en penses champion du tournoi homme? Honnêtement, moi je pense que en fait le problème, enfin c'est pas un problème, mais je pense qu'on l'a vu sur les WTT. Ça dépend. Il y en a qui des fois vont très performants sur un WTT et beaucoup moins sur l'autre, donc je trouve que c'est hyper difficile. C'est-à-dire que par exemple Harimoto, il a été sur une compétition, il a été hyper performant, il a réussi à gagner d'ailleurs sur Yin Shidong, et sur d'autres WTT beaucoup plus compliqué. Donc je trouve que c'est hyper difficile d'arriver à faire un vrai pronostic parce que ça va tellement, je trouve que pour le coup en garçon c'est vraiment très très aléatoire pour le coup. OK. Encore plus qu'en fille pour moi. Peut-être plus ouvert que prévu. Ouais. OK, très bien. Merci beaucoup. On finit sur notre dernière rubrique questions et idées des internautes. Les questions, on commence par la première question d'Armand. Merci pour sa question. À quand l'abolition je mets des guillemets, des plaques de merde? Donc, on parle pas des backside, j'imagine bien, mais anti-top. Je sais pas, peut-être que lui, il joue avec un anti-top à un pico long et que les backside, c'est des plaques de merde pour lui. C'est possible. Jamais, les plaques de merde, c'est la vie. C'est le ping. Tu joues à quoi, toi? Un soft. Ouais. Par contre, à quand la fin des pics trafiqués qui sont des fois pas vus, parce qu'il y a quand même ça des fois qui rentrent en jeu. Des vieux pics effectivement d'ancienne génération qui sont peut-être pas réglementaires. C'est une folie. Il faut savoir qu'il y a une époque, il y a un picot qui s'appelait le curl P1 qui a été interdit. Voilà, parce que les picots étaient taillés en biseau comme ça, c'était des cônes, et en fait ça faisait des inversions d'effets complètement aléatoires. Au bout d'un moment, ils ont dit non mais celui-là on va l'enlever. On a vu des joueurs arriver, prendre 8 ou 9 classements dans la saison, mais vraiment, et qui prenaient tout avec le picot, tu servais, tu renvoyais, tu savais pas ce qui revenait. C'est la folie. Question de Greg, qui considère que Fastpong, Ping Hero, Pongbot et compagnie, ce sont des gadgets, et pour faire du fric, et rien ne vaut qu'un bon vieux panier de balles. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut que le mec en face sache envoyer les balles, mais c'est un vrai métier. C'est un vrai métier, ouais. Le timing, la régularité, la constance, savoir envoyer les bonnes balles. Je pense que dans ce qu'il dit, il y aura des gadgets. Il y en a qui vont faire le tri. Voilà, il y a des choses de qualité qui sont mises en place qui viennent du haut niveau et qui se démocratisent après. Mais il faut savoir s'en servir. C'est comme une raquette. Quand moi je vois des joueurs qui ont 600 points et qui prennent un bois à 300 € avec 2 plaques à 70 € et qui me disent c'est bon, je vais bien jouer. Non, ça marche pas aussi bien que ça. Il y a bien sûr un petit côté opportunité de marché. C'est évident. Mais néanmoins, cette opportunité de marché, là, les cas qu'on a traités, je pense que c'est opportun. Ça apporte vraiment un plus. C'est pas bidget pour moi. Dernière question de nos followers par Christian. Alors, le ping, sport majeur en France dans quelques années, comme en Chine. Est-ce que c'est possible avec l'effet Lebrun, du coup? Majeur, non. Maintenant,
beaucoup plus reconnu, oui. Reconnu, mais majeur. Majeur, c'est-à-dire Tu rentres dans le numéro top 1 un des Français. Ça veut dire sport majeur, pour moi, c'est numéro 1 des raquettes. On passerait devant le tennis, devant le paddle, devant le badminton. Ah, mais le tennis, on est hors sujet, on est déjà trop loin. On est trop loin pour être. Est-ce qu'on est possiblement, pour moi, on peut mettre beaucoup de joueurs dans une petite salle. Et c'est pour ça que le paddle commence à prendre le dessus sur le tennis, parce que tu peux mettre beaucoup de joueurs sur concentrés. Donc, en termes de licenciés, on est beaucoup. Mais pour être le sport, numéro 1 majeur, il faudrait malheureusement, c'est le prize money tu as fait un tournoi à Palavas-les-Faux, tu prends 200 €. Au tennis, tu fais un tournoi à toute série, je pense pas que tu prennes 200 €. En fait, c'est ça aussi. Ça, c'est un autre sujet. Je pense qu'il faudra qu'on fasse peut-être une émission dessus, mais sur l'argent. Comment tu professionnalises et comment tu vis de ça. Les modèles économiques. Là, si je prends les joueurs qui partent à l'international, s'ils partent avec la fédération française au tennis, tu montes ta propre entreprise pour vivre de l'argent que tu gagnes. Donc, ouais, là, ça, c'est encore un autre sujet. Mais je pense qu'avec un alignement de planètes opportun du genre, on a une génération de frères Lebrun à laquelle va succéder une autre génération qui va ramener des titres et des médailles olympiques, notamment, je sais pas, peut-être Nina et Alexia, on sait jamais, en 2000. Il peut y avoir des dynamiques. Plus le fait que c'est un sport quand même, un sport loisir hyper populaire. Bien sûr. Eh ben, on sait jamais. La mayonnaise, elle peut prendre encore plus que ce qu'elle est en train de prendre. Il faut vraiment des diffuseurs. Oui, mais il faut des diffuseurs, c'est sûr. Il faut des diffuseurs que l'équipe 21 commence à faire. Et malheureusement ou heureusement pour le ping-pong, au tennis, il y a Arthur Fils qui arrive, mais il n'y a pas eu de grand chelem depuis 20 ans, quoi. On va prendre leur place. Voilà. Donc voilà, c'est ça, quoi. Si on aurait une grande star de tennis qui gagnerait les grands chelems, pour moi, c'est surtout ça. Dans un sport majeur, c'est parce qu'elle était de l'affiche. Le judo, pourquoi ça marche pas bien? T'imagines pas au ping, pour l'instant, un tournoi qui soit diffusé sur 2 semaines, non-stop, avec tous les matchs qui sont suivis sur une chaîne publique. C'est-à-dire que c'est le cas de Roland Garros. Ouais. Ça, et quand on arrive là, il va falloir qu'on... Ouais. On est dans la bonne voie, mais on est sur la même voie, que ça pousse. En tout cas, ça peut être un sujet, le modèle économique et l'argent dans le tennis de table. Merci à tous les 4 pour cette émission spéciale autour du ping et de l'avenir du ping-pong. Chers followers, n'hésitez pas à commenter, nous interpeller et à relayer cette superbe émission. Le Monkey Talk Show range son micro et on garde un œil sur la balle. À très bientôt. Salut. Ciao.